Le sang perlait sur le visage de Marc Dubois. Tandis que 50 soldats d'élite encerclaient silencieusement la maison de banlieue, le lieutenant-colonel Élie Dubois observait à travers ses lunettes de vision nocturne. Le dernier message texte de son fils brûlant dans son esprit, « Papa. Je me fais arrêter, quelque chose ne va pas. » Le policier raciste à l'intérieur ne se doutait pas de ce qu'il attendait. De quel point d'observation nous regardez-vous aujourd'hui? Avant de plonger plus profondément dans cette confrontation choquante, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner pour découvrir plus d'histoires puissantes de justice et de responsabilité. Que feriez-vous si vous étiez à la place du lieutenant-colonel Dubois? Découvrons comment ce père, ancien des forces spéciales, réagit lorsque son fils devient une nouvelle victime d'injustice. Marc Dubois était le genre de fils dont tout parent serait fier. À 21 ans, il s'était déjà distingué comme l'une des étoiles les plus brillantes de l'université de la Sorbonne. Maintenant une moyenne de près de 18 sur 20 en sciences politiques tout en jonglant avec de multiples activités parascolaires. Ses professeurs le félicitaient régulièrement, impressionnés par ses arguments articulés lors des discussions en classe et l'analyse réfléchie de ses dissertations. En tant que président récemment élu du conseil étudiant, Marc avait déjà mis en œuvre plusieurs initiatives pour améliorer la sécurité sur le campus et promouvoir des programmes de sensibilisation à la diversité qui comblaient les fossés entre les différentes communautés étudiantes. 3 fois par semaine, malgré son emploi du temps académique exigeant, il faisait du bénévolat dans une clinique d'aide juridique dans l'un des quartiers défavorisés de Paris, aidant les résidents à naviguer dans les litiges complexes de logement et à accéder aux services sociaux. La faculté de droit était la prochaine étape logique pour lui. Avec des lettres d'acceptation déjà arrivées des meilleures institutions du pays, Marc n'était pas seulement doué académiquement, il se comportait avec une confiance tranquille et une gentillesse authentique qui attiraient les gens à lui. Une grande partie de ce caractère avait été façonnée par son père. Le lieutenant-colonel Élie Dubois, un ancien des forces spéciales de 52 ans, décoré, avec 28 ans de service distingué, Élie avait élevé Marc seul dans leur modeste maison de Lyon après que sa femme, Tania, ait succombé à une forme agressive de cancer du sein lorsque Marc n'avait que 10 ans. Cette perte avait forgé un lien indéfectible entre le père et le fils. Élie parvenant d'une manière ou d'une autre à concilier sa carrière militaire exigeante avec sa présence à chaque moment important de la vie de son fils. Leur maison était remplie de photographies documentant leur parcours, la remise de diplôme de Marc au lycée où il avait prononcé le discours du major de promotion, des parties de pêche sur les bords de la Loire, et le jour fier où Marc avait reçu son acceptation à la Sorbonne. L'alma mater de sa mère. Malgré les déploiements fréquents qui emmenaient Élie à travers le monde pour des missions classifiées, il n'avait jamais manqué d'appeler son fils le dimanche soir, une tradition qui s'était poursuivie tout au long des années universitaires de Marc. Les vacances de printemps étaient enfin arrivées, et Marc était impatient de passer la semaine à la maison avec son père, qui venait de rentrer d'un exercice d'entraînement en Guyane, tandis que Marc chargeait sa Renault Clio d'un sac de voyage contenant les vêtements d'une semaine et d'une pile de brochures de faculté de droit à examiner avec son père. Son colocataire, David, est passé lui souhaiter un bon voyage. « Envoie-moi un texto quand tu seras là. »« Mon pote, » dit David, donnant à Marc leur poignée de main habituelle. « Tu sais comment peuvent être ces petites villes. » Marc hocha la tête, comprenant l'avertissement tacite. En tant que jeune homme issu de l'immigration, il était bien conscient des précautions supplémentaires nécessaires lorsqu'il voyageait seul. Tout au long de sa vie, Marc avait rencontré diverses formes de discrimination, des plus subtiles aux plus flagrantes. Il y avait le conseiller d'orientation du lycée qui avait exprimé sa surprise face à ses notes aux examens, suggérant qu'elle devait être une erreur. La visite d'admission à l'université dans une institution prestigieuse où la sécurité l'avait suivi. Mais aucun des étudiants blancs potentiels. Les innombrables fois où il avait été suivi dans les magasins ou regardé avec suspicion en entrant dans des établissements haut de gamme. Pourtant, à travers tout cela, Marc avait maintenu un optimisme fondamental envers les gens et la possibilité de progrès. Le monde change, juste plus lentement que nous le voudrions, disait-il souvent à son père lors de leurs discussions sur la société française. Élie était plus prudent, ayant vu les côtés sombres de la nature humaine au cours de sa carrière militaire. Mais il admirait la perspective optimiste de son fils. Alors que Marc rejoignait la 6 en direction du sud, il a appelé son père pour lui faire savoir qu'il était en route. « Comment est la circulation ?» demanda Élie, le bruit des activités de cuisine audible en arrière-plan. « Pas mal pour un vendredi ?» répondit Marc, s'installant pour le trajet. « Je devrais être à la maison dans environ 3 heures si ça continue comme ça. Je prépare ton plat préféré. » dit Élie, la blanquette de veau de grand-mère. « Et nous avons beaucoup à discuter avec ses options de faculté de droit. Paris 1 t'offre cette bourse. Mais Paris 2 te garderait plus près de la maison. C'est le dilemme. » dit Marc, souriant à la préférence à peine dissimulée de son père. « J'hésite pour Paris 1, mais je veux peser toutes les options. Nous trouverons ensemble. » l'assura Élie. « Conduis prudemment. Fiston, envoie-moi un message si tu t'arrêtes quelque part. »« D'accord. Papa, à bientôt. » Après avoir raccroché, Marc est passé à une playlist de ses albums de jazz préférés.
une autre passion qu'il partageait avec son père. À Lyon, Élie continuait à préparer le dîner, coupant poivrons et oignons avec la précision qu'il appliquait à tout dans la vie. Sur le comptoir de la cuisine, plusieurs photos encadrées, Marc en toge de diplômé, un Élie plus jeune en tenue de cérémonie avec son bras autour de Tania. Les trois à la plage quand Marc avait 7 ans. Pendant qu'il travaillait, Élie réfléchissait à la vitesse à laquelle son fils avait grandi, passant du garçon dévasté qui avait perdu sa mère au jeune homme accompli qui rentrait maintenant chez lui. Il avait fait tout son possible pour préparer Marc au monde, y compris ses conversations difficiles sur la façon de se comporter lors des rencontres avec les forces de l'ordre. Garde tes mains visibles, parle clairement et respectueusement, ne fais pas de mouvements brusques, avait-il instruit Marc lorsqu'il avait obtenu son permis de conduire pour la première fois. Même s'ils ont tort, même s'ils sont irrespectueux, ton but est de rentrer chez toi en toute sécurité. L'injustice de devoir enseigner à son fils ces tactiques de survie avait toujours rongé Élie. Mais il savait que c'était nécessaire, alors que le GPS de Marc le dirigeait vers la sortie de l'autoroute. Il est entré dans le département de l'Ardèche, une zone rurale principalement blanche qui traversait son itinéraire de retour. Il a automatiquement vérifié sa vitesse, s'assurant d'être précisément à la limite. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la route alors qu'il passait devant des pelouses bien entretenues et de grandes maisons individuelles. L'Ardèche avait une réputation parmi les minorités de la région pour le modèle de profilage racial de sa gendarmerie. Marc avait entendu des histoires de camarades de classe et vu des publications sur les réseaux sociaux concernant des contrôles routiers prétextuels ciblant les conducteurs noirs traversant la zone. Il a ajusté sa prise sur le volant, s'asseyant plus droit alors qu'il remarquait un véhicule de gendarmerie garé à une intersection devant lui. Prenant une profonde inspiration, Marc se concentra sur la route, ignorant que sa vie était sur le point de changer à jamais. L'adjudant Marc Bernard était assis dans son véhicule de gendarmerie, observant la circulation avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait passé 22 ans dans la gendarmerie de l'Ardèche. À 44 ans, Bernard avait le visage buriné d'un homme qui avait tout vu, ou du moins le croyait. Son dossier de service était rempli de félicitations pour bravoure et performances exceptionnelles, y compris 3 médailles pour bravoure qui pendaient dans une vitrine de son salon à côté de photos d'une vie qui n'existait plus. Autrefois marié et père de 2 enfants, Bernard vivait maintenant seul dans une maison de 3 chambres qui lui semblait de plus en plus vide au fil des ans. Son ex-femme, Sophie, avait emmené les enfants et déménagé à Bordeaux il y a 6 ans après leur divorce. L'aboutissement d'années d'hostilité croissante et de distance émotionnelle. Sa fille de 16 ans, Chloé, répondait rarement à ses messages textes, et son fils de 14 ans, Lucas, avait complètement cessé de prendre ses appels. La dernière fois qu'il s'était rendu visite, il y a 3 Noëls, la tension avait été insupportable. Sophie étant finalement partie 2 jours plus tôt après que Bernard ait explosé contre Lucas pour ce qu'il percevait comme un manque de respect. La vérité que Bernard refusait de reconnaître était que sa famille était partie à cause de l'homme qu'il était devenu, en colère. Contrôleur et de plus en plus obsédé par les menaces perçues à son autorité. En particulier de ceux qu'il considérait comme des étrangers dans sa communauté. Bernard prit une autre gorgée de son thermos de café, scrutant les véhicules traversant sa juridiction. Dans son esprit, il était la ligne bleue entre l'ordre et le chaos, entre les citoyens respectables de l'Ardèche et les éléments qu'il jugeait indésirables. Ce que son dossier personnel ne montrait pas, c'étaient les 17 plaintes pour usage excessif de la force déposées contre lui au cours de sa carrière, dont 13 impliquaient des sujets issus des minorités. Chacune avait été classée sans suite ou réglée discrètement grâce à la culture protectrice de la gendarmerie et aux relations de Bernard avec des personnalités influentes du conseil départemental. Le préfet Michel Lambert, dont la campagne réussie Bernard avait soutenu avec enthousiasme, était personnellement intervenu dans l'affaire la plus grave il y a 3 ans. Lorsque Bernard avait cassé le bras d'un adolescent maghrébin qu'il prétendait avoir résisté à son arrestation lors d'un contrôle d'identité. Les images de la caméra piéton avaient mystérieusement disparu. Des témoins avaient changé leur déposition après des visites des amis de Bernard dans la gendarmerie. Et la famille du garçon avait finalement accepté un petit arrangement qui incluait un accord de non-divulgation. Cet incident avait brièvement troublé certains des collègues de Bernard, y compris son ancien partenaire, le maréchal des logis chef Thomas Chêne, qui avait demandé une mutation vers une autre brigade par la suite. « Tu as changé, Marc ?» lui avait dit Chêne lors de leur dernier service ensemble. « Ce n'est pas pour ça que nous nous sommes engagés. » Bernard avait rejeté le commentaire comme une faiblesse. Preuve que Chêne n'avait pas ce qu'il fallait pour patrouiller efficacement dans le monde d'aujourd'hui. La plupart des gendarmes donnaient maintenant à Bernard un large périmètre, reconnaissant la volatilité sous son apparence extérieurement professionnelle. Les nouveaux gendarmes admiraient son approche, à l'ancienne, ou craignaient de le contredire. Tandis que des vétérans comme l'adjudant-chef Nathalie Dupuis surveillaient discrètement ses activités mais manquaient de l'autorité ou du capital politique pour le défier directement. La routine quotidienne de Bernard avait évolué pour inclure le ciblage spécifique de véhicules conduits par des minorités pour des infractions mineures. Une pratique qu'il justifiait comme une « police proactive ».
Il prenait une satisfaction particulière à trouver n'importe quelle raison d'arrêter des hommes issus des minorités qui traversaient l'Ardèche, les soumettant à des interrogatoires agressifs et à des fouilles chaque fois que possible. Ces rencontres dégénéraient fréquemment, l'approche conflictuelle de Bernard provoquant les réactions mêmes qu'il pouvait ensuite citer comme justification de son comportement. Ce qu'aucun de ses collègues ne savait, c'est que dans l'intimité de son domicile, l'adjudant Bernard passait des heures sur des forums protégés par mots de passe fréquentés par des membres actuels et anciens des forces de l'ordre aux opinions extrêmes. Sous un pseudonyme, il partageait ses perspectives de plus en plus radicales, trouvant validation parmi des individus partageant les mêmes idées qui croyaient, comme lui, que la France était menacée par l'évolution démographique et les politiques libérales. Il prenait soin de maintenir une image publique professionnelle, allant à l'église le dimanche et faisant du bénévolat lors d'événements communautaires de la gendarmerie. Même si sa vision privée du monde devenait de plus en plus déformée. Ce matin-là, Bernard avait bouilli de rage lors d'une réunion de service où le capitaine Paul Leclerc avait annoncé la mise en œuvre d'une nouvelle politique de caméras piétons. À partir de la semaine prochaine, tous les gendarmes seront tenus d'activer leurs caméras au début de tout contrôle routier ou interaction avec un civil, avait expliqué Leclerc, établissant un contact visuel avec Bernard comme si le message lui était spécifiquement adressé. Les images seront automatiquement téléchargées sur des serveurs sécurisés, et tout dysfonctionnement de caméra doit être signalé immédiatement. Plusieurs gendarmes avaient jeté un coup d'œil à Bernard pendant l'annonce. Conscient de sa réputation de « panne d'équipement » lors d'arrêts controversés. Il s'agit de responsabilité et de transparence, avait continué Leclerc, tant pour la sécurité des gendarmes que pour la confiance du public. Bernard avait hoché la tête avec ses collègues tout en fulminant intérieurement contre ce qu'il considérait comme une nouvelle contrainte à son autorité. Une autre concession au sentiment anti-police. Question ? Inquiétude ? Avait demandé Leclerc. Bernard était resté silencieux, formulant déjà des moyens de contourner la nouvelle politique. Maintenant, des heures plus tard, l'humeur de Bernard ne s'était pas améliorée alors qu'il surveillait la circulation sur la D102. Une route connue pour les conducteurs extérieurs au département. Lorsque la Renault Clio bleu foncé avec un autocollant de stationnement de la Sorbonne passa devant sa position. L'attention de Bernard se concentra immédiatement sur le jeune homme au volant. Issu de l'immigration, il observa le véhicule maintenir sa vitesse exactement à la limite de 50 km/h, la posture du conducteur. Visiblement rigide, les mains positionnées précisément à 10h10 sur le volant. La prudence affichée n'a fait qu'irriter davantage Bernard, l'interprétant comme une preuve que le conducteur avait quelque chose à cacher. Sans hésitation, Bernard a démarré son véhicule et s'est engagé dans la circulation derrière la Clio, la suivant sur près d'1 kilomètre tout en cherchant n'importe quel prétexte pour initier un contrôle. Quand aucun ne s'est présenté, il a décidé d'en créer un. Gendarmerie, ici unité 17. J'initie un contrôle routier sur une Renault Clio bleue immatriculée CM479DH pour excès de vitesse sur la D102 près de l'intersection avec le chemin de l'Ardèche. A rapporté Bernard, activant déjà ses gyrophares et sa sirène. Bien reçu, unité 17, a répondu la centraliste, plaque d'immatriculation CM479DH, alors que la Clio signalait et commençait à se garer sur le côté. Bernard a remarqué que le conducteur tendait la main vers le siège passager. Une poussée d'adrénaline a parcouru son corps, son esprit construisant déjà un récit de menaces potentielles qui justifierait tout ce qui se passerait ensuite. Ce serait un contrôle routier de routine pour l'adjudant Bernard. Mais pour Marc Dubois, ce serait tout sauf routinier. Bernard a vérifié sa caméra piéton, s'assurant qu'elle était éteinte avant de sortir de son véhicule. Sa main posée nonchalamment sur son arme de service alors qu'il s'approchait de la Clio. Ignorant que ce contrôle routier déclencherait des événements qui changeraient d'innombrables vies pour toujours. Marc Dubois sentit son rythme cardiaque s'accélérer alors que les lumières bleues et rouges clignotaient dans son rétroviseur. Il avait méticuleusement respecté la limitation de vitesse. Mais l'expérience lui avait appris que parfois, cela n'avait pas d'importance. Activant prudemment son clignotant, il se gara sur le côté de la route, positionnant son véhicule loin de la circulation. Marc a immédiatement coupé le moteur et a placé ses deux mains sur le volant où elles seraient clairement visibles. La voix de son père résonnait dans son esprit, « Reste calme. Sois respectueux, ne fais pas de mouvements brusques. Ton objectif est de rentrer à la maison en toute sécurité. » Marc tendit lentement la main vers le siège passager où se trouvait son téléphone. Envoyant un rapide message texte à son père, « Papa, je me fais arrêter, quelque chose ne va pas. » Puis il remit ses deux mains sur le volant et attendit, regardant le gendarme s'approcher dans son rétroviseur latéral. Le comportement du gendarme était immédiatement préoccupant. Plutôt que de s'approcher prudemment par l'arrière, comme le faisaient la plupart des agents, celui-ci marchait avec une arrogance agressive, sa main droite déjà posée sur son arme de service. Marc déglutit difficilement, essayant de faire taire les sonnettes d'alarme qui résonnaient dans sa tête. Permis de conduire et carte grise, exigea l'adjudant Bernard sans préambule. Son ton sec et autoritaire. Pas de salut, pas d'explication pour l'arrêt. Bonsoir, adjudant,
répondit Marc calmement. Puis-je vous demander pourquoi je suis arrêté? Vous rouliez à 78 km/h dans une zone à 50. Déclara Bernard d'un ton monocorde. Le mensonge lui vint facilement. Permis et carte grise maintenant. Je surveillais ma vitesse attentivement. Monsieur, dit Marc respectueusement mais fermement. Je suis certain que je ne dépassais pas la limitation. Est-ce que tu me traites de menteur? Petit? La voix de Bernard prit un ton dangereux. Le mot « petit » resta en suspens entre eux. Son poids historique indéniable. Marc reconnut la provocation délibérée, mais refusa de mordre à l'hameçon. Non, monsieur, je suis juste confus quant à la raison de l'arrêt. Marc garda sa voix calme. Ses mains visibles. Puis-je prendre mon permis? Il est dans mon portefeuille. Dans ma poche arrière. Et ma carte grise est dans la boîte à gants. Lentement, ordonna Bernard, sa main se resserrant sur son arme. Marc décrivit ses mouvements avec une précision exagérée. Jetant la main vers mon portefeuille maintenant. Il déplaça sa main droite avec une lenteur exagérée vers sa poche arrière. En sortant son portefeuille et l'ouvrant pour révéler son permis de conduire. Maintenant, je dois ouvrir la boîte à gants pour ma carte grise. Gardez votre main gauche sur le volant, commanda Bernard. Marc obéit, utilisant uniquement sa main droite pour ouvrir la boîte à gants et récupérer les documents du véhicule. Il tendit les 2 documents à Bernard, qui les examina avec un scepticisme évident. Sorbonne, remarqua Bernard, son ton faisant de l'institution prestigieuse un défaut de caractère. Qu'est-ce qu'un étudiant de la Sorbonne fait en Ardèche? Je rentre chez moi pour rendre visite à mon père pour les vacances de printemps. Monsieur, expliqua Marc calmement, c'est la route la plus directe de Paris à Lyon. Votre adresse est à Lyon. Mais votre père vit là, l'interrogea Bernard, sa voix prenant un ton interrogatif totalement inapproprié pour un contrôle routier de routine. C'est exact, c'est mon adresse permanente, je vis sur le campus pendant l'année scolaire. Sortez du véhicule, exigea soudainement Bernard. Marc cligna des yeux de surprise. Puis-je demander pourquoi? Adjudant? J'ai fourni mon permis et ma carte grise comme demandé. J'ai dit, sortez du véhicule, répéta Bernard, sa main agrippant maintenant fermement son arme. Je détecte des signes d'altération. C'était un autre mensonge flagrant. Marc n'avait rien consommé de plus fort qu'un café ce matin-là. Monsieur, je n'ai pas bu ni utilisé aucune substance, déclara Marc. Avec tout le respect que je vous dois, je ne comprends pas pourquoi je dois sortir de mon véhicule pour une amende pour excès de vitesse. Refusez-vous un ordre légal? La voix de Bernard s'éleva, son visage se durcissant. Non, monsieur, répondit Marc, reconnaissant le terrain dangereux sur lequel il s'aventurait. Je veux juste comprendre la raison. La raison, c'est que je l'ai dit, claqua Bernard. Maintenant, sortez du véhicule avant que je ne vous en retire moi-même. Reconnaissant que la situation dégénérait dangereusement, Marc décida que l'obtempération était son option la plus sûre. Je vais détacher ma ceinture de sécurité et sortir du véhicule maintenant. Narra-t-il, se déplaçant lentement et délibérément. Alors que Marc ouvrait sa portière et sortait prudemment, Bernard empiéta immédiatement sur son espace personnel, le forçant à reculer contre la voiture. Main sur le capot, ordonna Bernard. Écartez les jambes. Marc obéit, plaçant ses paumes à plat sur le métal chaud du capot de sa voiture. Monsieur, mon père est le lieutenant-colonel Élie Dubois. Force spéciale, dit Marc, espérant que la mention du statut militaire de son père apporterait un peu de professionnalisme à la rencontre. Il m'attend bientôt à la maison. La mention d'un homme issu de l'immigration dans une position d'autorité militaire sembla déclencher quelque chose chez Bernard. Son expression s'assombrit davantage. Je me fiche que ton père soit le ministre de la Défense. Cracha-t-il, dans mon département, tu suis mes ordres. Ce qui suivit se produisit avec une vitesse dévastatrice. Alors que Bernard commençait une fouille corporelle inutile, le téléphone de Marc vibra dans sa poche avec ce qui était probablement une réponse textuelle de son père. La vibration contre sa jambe fit que Marc se déplaça instinctivement légèrement. Il va chercher, cria Bernard, bien que les mains de Marc soient restées fermement sur le capot. D'un mouvement fluide, Bernard dégaina son arme et tira 2 fois à bout portant. La première balle déchira la poitrine de Marc, la seconde effleurant son cou alors qu'il s'effondrait sur le trottoir. Le temps sembla ralentir alors que Marc gisait sur le sol, du sang chaud se répandant sur son t-shirt de la Sorbonne. À travers un brouillard de choc et de douleur, il entendit Bernard parler à sa radio. Coup de feu. Suspect à terre. Envoyer des renforts et une ambulance sur la D102 près de Westfield. Le gendarme ne fit aucun mouvement pour prodiguer les premiers soins. Se tenant au-dessus de Marc, son arme toujours dégainée, le regardant, le jeune homme luttait pour respirer. Adjudant, haleta Marc. S'il vous plaît, aidez-moi. Bernard remit finalement son arme dans son étui et s'agenouilla à côté de Marc. Non pas pour lui porter assistance, mais pour se pencher près de son oreille. N'aurait pas dû faire de mouvement menaçant, dit-il froidement, assez fort pour que de futurs témoins l'entendent, mais assez doucement pour que seul Marc capte la satisfaction dans son ton. Ce n'est qu'alors que Bernard fit semblant de vérifier le pouls de Marc et d'appliquer une légère pression sur la blessure. Ses actions plus performatives que sincères. Alors que les sirènes hurlaient au loin, Marc sentit la conscience l'abandonner, ses pensées se tournant vers son père. Le message texte qu'il avait envoyé quelques minutes plus tôt semblait maintenant prophétique.
Quelque chose n'allait effectivement pas. Et maintenant il le payait de sa vie. Sa dernière pensée cohérente avant que l'obscurité ne l'envahisse fut celle de son père recevant la nouvelle et la dévastation qu'elle apporterait à l'homme qui avait déjà tant perdu. Pensez-vous que Mark aurait pu faire quelque chose de différent pour éviter cette situation? Ou était-ce inévitable en raison des préjugés de l'adjudant Bernard? Commentez 1. Si vous pensez que des gendarmes comme Bernard devraient être immédiatement retirés de leurs fonctions lorsqu'ils montrent des signes de préjugés raciaux. Ou commentez 2. Si vous pensez que le problème est plus systémique et nécessite des réformes plus larges. Quelles mesures les gendarmeries devraient-elles, selon vous, mettre en œuvre pour éviter de telles tragédies? Aimez cette vidéo si vous pensez que justice doit être rendue pour Mark et abonnez-vous pour suivre cette histoire puissante de la quête de responsabilité d'un père. Maintenant, comment le lieutenant-colonel Dubois réagira-t-il lorsqu'il apprendra ce qui est arrivé à son unique fils? Le lieutenant-colonel Élie Dubois était en train de remuer la blanquette de veau lorsque son téléphone vibra avec le message de Mark. Les mots lui procurèrent un frisson immédiat. « Papa, je me fais arrêter, quelque chose ne va pas. » En 28 ans de service militaire, Élie avait développé un instinct du danger qui lui avait sauvé la vie d'innombrables fois dans les zones de combat du monde entier. Cet même instinct lui criait maintenant que son fils était en péril. Il tenta immédiatement d'appeler Mark, mais l'appel tomba directement sur la messagerie vocale. Élie envoya un message rapide, « Reste calme. Enregistre tout, appelle-moi dès que c'est fini. » Quand 10 minutes s'écoulèrent sans réponse, l'inquiétude d'Élie s'intensifia. Il était sur le point de rappeler lorsque son téléphone sonna avec un numéro inconnu. Le préfixe était celui de l'Ardèche. « Colonel Dubois » demanda une voix féminine lorsqu'il décrocha. « C'est le lieutenant-colonel Dubois », confirma-t-il, la formalité militaire prenant le dessus alors que son esprit se préparait à de mauvaises nouvelles. « Monsieur, ici l'hôpital de Valence. Je vous appelle concernant votre fils. Marc Dubois. Il y a eu un incident et il a été amené à nos urgences avec une blessure par balle. Vous devriez venir immédiatement. » Le monde sembla basculer sous les pieds d'Élie. Il agrippa le comptoir de la cuisine pour se stabiliser. Des années d'entraînement à la gestion de crise lui permettant de fonctionner malgré le raz-de-marée émotionnel qui menaçait de le submerger. « Blessure par balle » répéta-t-il, sa voix remarquablement stable. « Qu'est-il arrivé? Quelle est sa condition? Je n'ai pas tous les détails de l'incident. »« Monsieur, » répondit l'infirmière, sa voix professionnellement compatissante. « Quant à son état, il est en chirurgie maintenant. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent. Je peux vous dire que c'est grave. Combien de temps pouvez-vous être ici? 20 minutes, répondit Élie, se dirigeant déjà vers la porte. Saisissant ses clés et son portefeuille. Dites à l'équipe chirurgicale que mon fils est un battant. Dites-leur de ne pas l'abandonner. Le trajet vers l'hôpital de Valence fut un tourbillon de lumière et de sirènes alors qu'Élie poussait son pick-up bien au-delà de la limite de vitesse. Sa carte militaire et les feux d'urgence qu'il était autorisé à utiliser dans le cadre d'un programme de premier secours l'aidèrent à se frayer un chemin dans la circulation. Son esprit parcourait des scénarios, chacun plus horrible que le précédent. Mais une pensée restait constante, quelqu'un avait tiré sur son fils. Son unique enfant, le centre de son monde, arrivé à l'entrée des urgences de l'hôpital. Élie se gara à la hâte et sprinta à travers les portes automatiques. Sa présence imposante faisant tourner les têtes alors qu'il s'approchait du bureau d'accueil. « Je suis le lieutenant-colonel Dubois. Mon fils Marc a été amené avec une blessure par balle. » La réceptionniste le dirigea immédiatement vers une salle d'attente privée où un médecin en blouse chirurgicale l'attendait déjà. « Colonel Dubois, je suis le docteur Léa Petit, chirurgienne traumatologue, » dit-elle en tendant la main. « Votre fils est en chirurgie en ce moment avec notre chef de chirurgie cardiothoracique. Le docteur Martin. La balle a pénétré son poumon droit et a causé des dommages importants. Il a perdu beaucoup de sang, mais nous le transfusons et travaillons à réparer les dommages. Il y avait aussi une deuxième blessure au cou. Heureusement, juste une égratignure, ce sera une longue opération. Mais votre fils est jeune et semble être en excellente condition physique. Ce qui joue en sa faveur. Comment est-ce arrivé? Exigea Élie, sa voix tendue d'une émotion contenue. On m'a dit qu'il y avait eu un incident. Mais sans détail, il y a des gendarmes ici qui peuvent vous informer, dit le docteur Petit en désignant un couloir. Je dois retourner au bloc. Mais l'infirmière du bloc vous mettra à jour régulièrement. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Colonel, alors que le docteur Petit se précipitait vers le bloc, un capitaine de gendarmerie en uniforme s'approcha. Son expression soigneusement neutre. Colonel Dubois, je suis le capitaine Paul Leclerc, gendarmerie de l'Ardèche. Je comprends que vous cherchez des informations sur l'incident impliquant votre fils. Mon fils a été blessé par balle, déclara Élie d'un ton monocorde. Je veux savoir comment et pourquoi. Et je veux savoir qui a tiré. Leclerc hésita, choisissant ses mots avec soin. Il y a eu un contrôle routier sur la D102. Selon le rapport initial, votre fils a été arrêté pour excès de vitesse. Au cours de l'interaction avec notre gendarme, il y a eu une altercation qui a dégénéré et le gendarme a déchargé son arme. Croyant que votre fils cherchait à prendre quelque chose, la vague délibérée et le langage passif allumèrent quelque chose de dangereux dans les yeux d'Élie. Une altercation? Mon fils est un étudiant brillant à la Sorbonne. Il n'a aucun casier judiciaire, aucun antécédent de violence.
Il rentrait chez moi pour les vacances de printemps. Maintenant, vous me dites qu'il a provoqué un contrôle routier? Ce sont des rapports préliminaires. Dit rapidement Leclerc. Nous recueillons encore tous les faits. Le gendarme impliqué a été mis en congé administratif en attendant l'enquête. Ce qui est la procédure normale. Le nom du gendarme, exigea Ellie. Je ne suis pas en mesure de le divulguer pour le moment. Répondit Leclerc. Il y a des protocoles. Mon fils se bat pour sa vie parce qu'un de vos gendarmes lui a tiré dessus lors d'un contrôle routier. Coupa Ellie, sa voix mortellement calme. J'ai le droit de savoir qui a fait ça et pourquoi. Leur confrontation fut interrompue par l'arrivée d'autres gendarmes, créant une atmosphère tendue dans la petite salle d'attente. En observant leur posture défensive, Ellie reconnut les signes d'un service qui faisait bloc. Un récit était déjà en cours de construction. Un récit qui protégerait le gendarme et le service. Quelle que soit la vérité, l'entraînement militaire d'Ellie et son évaluation des menaces s'activèrent. Analysant la situation avec une froide précision, ces personnes n'étaient pas des alliés dans la recherche de la vérité. Elles étaient des obstacles. Les heures s'écoulèrent, Ellie alternant entre les allées et venues dans la salle d'attente et les positions rigides sur des chaises inconfortables. Recevant des mises à jour périodiques des infirmières du bloc qui lui en disaient peu. Sauf que Mark se battait toujours. Son téléphone vibrait constamment avec des messages d'anciens camarades des forces spéciales et de collègues militaires qui avaient d'une manière ou d'une autre déjà appris la nouvelle et offraient leur soutien. C'est lors d'une de ces allées et venues qu'Ellie remarqua une femme en civil le regardant avec une intensité inhabituelle. Contrairement aux gendarmes en uniforme qui évitaient le contact visuel, elle semblait l'évaluer directement. Lorsque la plupart des gendarmes partirent prendre un café, elle s'approcha, tendant la main. Lieutenant-colonel Dubois, je suis la détective Sophie Moreau. Affaires internes. Sa voix était basse. À peine un murmure. J'ai besoin de vous parler en privé. Ellie la suivit dans une salle de consultation vide. Son instinct lui disait, cela pourrait être important. Une fois la porte fermée, le comportement de Sophie changea subtilement. Tout d'abord, je tiens à vous dire à quel point je suis désolé pour votre fils. Ce que je vais vous dire est officieux, mais je crois que vous devez le savoir. Elle marqua une pause, semblant prendre une décision finale. Le gendarme qui a tiré sur votre fils est Marc Bernard. Il a un historique de plainte pour usage excessif de la force, particulièrement impliquant des sujets issus des minorités. Je monte un dossier contre lui depuis des mois, mais il est protégé par des personnes puissantes au sein de la gendarmerie et du conseil départemental. Ellie absorba cette information, son expression ne révélant rien. Continuez. Il devrait y avoir des images de caméras piétons de l'incident. Mais j'entends déjà des rumeurs selon lesquelles il y a eu un dysfonctionnement. Des dysfonctionnements opportuns sont déjà arrivés avec Bernard. Je crois que,